Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Virginie de Araujo-Recchia. Vous êtes avocate au barreau de Paris, Virginie, et on va parler d'un sujet extrêmement sensible, une étude que vous avez faite sur l'état de droit dans lequel nous sommes en France. Alors je vais tout de suite prévenir les auditeurs qui comprennent mal la langue française. Nous allons nous exprimer dans un français assez précis, chaque mot a des définitions, donc ceux qui comprennent mal la langue française, qui vont dire « Ah, pourquoi ils ont employé tel ou tel mot, c'est scandaleux », vaut mieux qu'ils coupent la radio directement, on perdra beaucoup moins de temps, ouais, au moins ça c'est direct. Et ceux qui comprennent la langue française sont les bienvenus pour écouter cette conversation. C'est important de faire ce préambule, Virginie, parce qu'on Bonjour, oui, c'est exact. Parce qu'on va parler de mots comme terrorisme d'État, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et crime contre l'humanité. C'est le rapport que vous êtes en train d'analyser en tant que professionnel du droit, qui va être transmis aux parlementaires et qui vise directement le gouvernement. On va dire plutôt les mesures qui sont prises. Ce sont les conséquences de cette mesure. Alors, quand vous évoquez, je vais aller droit au but, crime contre l'humanité, on imagine toujours un dictateur excité derrière son bureau, tyrannique, hystérique, qui dit « je veux tuer tout le monde » ou plutôt tous ceux qui sont pas blonds, je vais les tuer, etc. Évidemment, c'est pas Emmanuel Macron. Vous ne dites pas qu'Emmanuel Macron est un tyran. Vous n'accusez pas le gouvernement d'être un régime dictatorial. Mais si je comprends bien, les conséquences des mesures qui sont prises sur notre santé physique ou notre santé corporelle sont identiques à celles qu'aurait prises un État dictatorial. Ai-je bien compris ? C'est exact, parce qu'en fait, dans la définition de crime contre l'humanité, et notamment ce qu'on appelle le génocide, ce n'est pas uniquement une atteinte physique comme tout le monde peut la concevoir, mais également une atteinte à l'intégrité psychique des personnes. Intégrité physique aussi parce qu'on a toute cette histoire de masque, en fait, qui... le port du masque obligatoire qui a été mis en place après qu'il a été interdit, maintenant il est obligatoire. Ça a de graves conséquences sur la santé et notamment de nos enfants. Mais ce sont aussi des mesures qui portent une grave atteinte à l'intégrité physique des psychiques des citoyens. Et ça, on ne l'a pas en tête. Parce que on a aujourd'hui des vagues de personnes qui se retrouvent en grave danger psychique, qui donc sont extrêmement dépressifs, qui font des tentatives de suicide, qui prennent des antidépresseurs, et on parle là de la jeune population notamment. Donc notre jeunesse qui est atteinte, mais également toutes les jusqu'aux plus anciens. Les entrepreneurs, peu importe l'âge. Ça, c'est... Oui, bien sûr, les entrepreneurs qui ne savent pas. Des gens qui pleurent chaque soir, qui ont l'estomac noué. Oui, de toute façon, nous avons déjà des cas d'entrepreneurs qui se sont suicidés. Les personnes, sont présentées tour à tour, parce qu'ils ne voient pas en fait d'avenir pour eux, quoi. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement. Je crains pour les sociétés, les entreprises qui seront en liquidation prochainement. Et c'est vrai qu'on est en train d'étouffer toute une partie de la population. Et donc on empêche les gens de travailler, on empêche les gens d'avoir une vie sociale. On isole les personnes depuis plusieurs mois maintenant, et après leur avoir fait croire que en portant le masque en été tout irait mieux un peu plus tard, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas et que les mesures prises sont de plus en plus drastiques et liberticides. Vous évoquez le terme de génocide. Quand on parle de génocide ou de crime contre l'humanité, on a souvent tendance à penser qu'il s'agit d'un acte délibéré, réfléchi
de mener un crime contre une population parce qu'elle est cette population. C'est-à-dire, quand les nazis voulaient massacrer les juifs, ils voulaient massacrer les juifs parce qu'ils étaient juifs. Quand d'un groupe ethnique dans une guerre tribale en Afrique veut massacrer l'autre groupe ethnique, c'est pour cette raison. On associe ce terme de génocide et crime contre l'humanité à cela. Pourtant là, il ne s'agit pas de mesures délibérées de la part du gouvernement de dire je veux massacrer d'abord un type de population, puisque cette mesure de confinement concerne tous les résidents en France, qu'ils soient français ou non français, peu importe leur couleur de peau ou leur religion. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, cette mesure est prise pour protéger justement la population. C'est ce qu'ils vous répondront. Que leur rétorquerez-vous, maître ? En fait, vous avez une définition totalement précise. Constitue un génocide le fait en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire de commettre ou de faire commettre à l'encontre des membres de ce groupe l'un des actes suivants: atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe. Voilà, vous voyez que si vous voulez, les mesures qui sont prises, on peut mettre ça sur, on peut analyser ça comme beaucoup de gens le disent, ce sont des erreurs, ce sont des faux pas. Ils veulent bien faire. On entend souvent ça. Ils veulent bien faire. Oui, ils veulent bien faire, sauf que nous avons une technique de manipulation qui est utilisée aujourd'hui à travers certains médias de masse, qui sont totalement en train de faire une sorte d'apologie en fait c'est la pensée unique aujourd'hui. Donc on voit très bien que si certaines personnes essaient d'avoir un discours un peu différent, elles sont quasiment totalement lynchées sur les plateaux. Donc et puis on voit sur les réseaux sociaux bien connus la censure telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Permanente, et puis des gens qui sont suspendus de comptes à tort et à travers pour un simple article qui tente de démontrer autre chose que ce qu'on veut faire entrer dans la tête de la population. Donc j'ai un peu de mal à me dire que les choses sont faites de manière innocente aujourd'hui, parce que je pense qu'on a tous le droit à l'erreur, que lorsque on a su qu'il y avait une épidémie en mars, admettons qu'on puisse s'être trompé et qu'on ne sache pas, alors qu'il y a des grands spécialistes en France, donc on les connaît tous, maintenant sont extrêmement connus mondialement, on peut se tromper. Mais après 9 mois, recommencer, reprendre ses mesures, après tous les articles qui sont sortis par tout un tas d'experts, continuer à bâillonner la population, à confiner la population, à entendre des choses du genre par des médecins du conseil scientifique, les entendre dire il faudra le repas de Noël, il faudra le passer de manière que ce soit silencieux, ou d'autres médecins Maître Mémé à la cuisine. Maître Mémé à la cuisine. Je suis désolée, mais pour moi, c'est fait sciemment maintenant. Je suis moins dans le doute, voyez-vous. Oui, d'ailleurs. Je suis beaucoup moins dans le doute. Par exemple, j'ai interrogé un jurisconsulte spécialiste du droit qui s'appelle Yves Lenné, qui nous a dit il y a aussi derrière cela une volonté de tester l'acceptabilité de la population aux mesures répressives, de la même manière que quand on fait un dressage de chien ou d'animal, on lui donne un coup de bâton, s'il comprend bien, il vient chercher un petit sucre, s'il écoute bien, il a encore une récompense, s'il dévie, on lui redonne un coup de bâton et on teste ainsi, de plus en plus. Oui. C'est le dressage, c'est ce que disait Yves Lenné. En fait, vous avez c'est très très choquant. D'ailleurs, j'invite vos auditeurs, vos auditrices à aller
regarder un petit peu de ce côté-là. Si vous regardez la charte de coercition décrite par Albert Biderman, vous serez surpris, sauf si vous connaissez bien sûr, mais vous serez surpris de voir quels sont les points annoncés pour affaiblir et faire changer de comportement en fait un être humain en fait. C'est pour produire un changement de comportement, il faut affaiblir et saper, enlever ce qui soutient les anciennes attitudes. Donc on parle beaucoup de reset en ce moment avec le fameux Klaus Schwab qui a envie de prendre des décisions pour le monde entier et notamment pour l'Europe. Eh bien c'est une technique pour changer aussi les comportements des êtres humains. Vous avez, si on peut les citer, la méthode isolée. Priver la victime de ses soutiens sociaux, de sa capacité à résister, monopoliser la perception. Moi, je considère que c'est notamment via les médias qu'on appelle mainstream, provoquer la faiblesse et la fatigue, menacer, récompenser quand on obéit, oui. Etc. Donc, si vous lisez en fait ce tableau, vous serez vraiment surpris. Oui, mais ce que vous nous racontez, c'est ce que les dresseurs de chiens maîtrisent chaque jour, finalement. Exactement, mais c'est ce qui est appliqué à la population aujourd'hui. C'est-à-dire, vous n'aurez pas le droit, vous devrez porter votre masque, même si vous faites du vélo, puis on sent que le chien s'apprête à mordre, on va dire, finalement, quand vous ferez du vélo, vous n'aurez pas l'obligation de porter un masque. Oui, et puis en fait, on joue beaucoup sur les incohérences. Vous avez une règle qui est absurde par rapport à une autre, et ce qui fait qu'on paralyse les gens. En fait, on se dit mais comment se fait-il que les chasseurs puissent aller faire leur activité, et puis que moi je n'ai pas le droit d'aller me promener en forêt parce que je n'ai pas de fusil à la main. Vous voyez, tout ça est fait pour, je crois que c'est la technique de la double pensée, pour faire en sorte que les gens finissent par rester chez eux, ne plus parler à personne et rester face à leur écran de télé, que j'invite tout le monde à fermer son écran si ce n'est pour regarder de superbes films. C'est mieux que voilà, et du coup on a cette pensée unique qui s'installe et on rend les gens en plus dépressifs parce qu'ils ne voient plus leur avenir. Il n'y a plus d'espérance, et donc des gens dépressifs, des gens aussi qui perdent leur immunité corporelle parce que forcément on ne sort plus, on est bâillonné, donc il n'y a plus d'échange de virus, de bactéries, etc. comme on le fait toujours, parce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui comment un être humain fonctionne. Avant de parler de virus, déjà on avait des traitements, mais il y a cette immunité naturelle aussi. Donc on fait ça à l'être humain aujourd'hui dès l'âge de 6 ans. On a des enfants qui passent leur journée avec des masques. On sait que les masques, ce sont des nuits à microbes, à virus, à bactéries. On le sait. Dans le rapport, vous avez dû le voir, il y a un nombre de plus d'une dizaine d'études scientifiques que je pense que l'exécutif ne peut pas ignorer, qui est contre le port du masque, même pour les professionnels. Parce que en fait le port du masque c'est fait pour se protéger en cas de projection lors d'une opération chirurgicale. Mais même les professionnels ont des problèmes de migraine. C'est déjà nocif pour eux et ils savent comment le porter dans des salles climatisées en fait et de manière statique. Aujourd'hui on demande aux gens, aux caissières, à tout le monde en fait de se retrouver à travailler avec un masque sur le visage. C'est complètement, je ne sais pas, c'est complètement aberrant en fait de continuer à obliger les gens à porter le masque, et notamment dès l'âge de 6 ans. Vous avez des neurophysiciens qui vous disent que ils sont en plein développement. Ils sont en plein développement. Ils ne voient même pas le visage de leurs instituteurs, de leurs enseignants. Ils sont là avec ça sur le visage. On les rend malades. Ça cause des problèmes dermatologiques, pulmonaires, de cœur. Et on aura ça sur des dizaines d'années et des conséquences en santé. Maintenant, on nous parle de vaccins.
qui sont plutôt une thérapie, c'est plutôt ce qu'on appelle une thérapie génique, puisque ça touche, des médecins sauront parler de ça bien mieux que moi. Et on n'a même pas voulu que la population soit soignée dans les règles de l'art, qu'on est déjà en train de parler d'expérimentation sur la population. J'ai du mal à croire aujourd'hui que tout ça soit fait de manière innocente et sans volonté de porter atteinte à la santé de des citoyens. Alors, là, vous parlez aussi pas simplement en tant qu'avocate, vous parlez en tant que femme, en tant que maman aussi, en tant que citoyenne qui est engagée. Donc vous parlez aussi, on ressent beaucoup avec votre cœur. Donc vous êtes souvent partial dans vos propos, mais le rapport, on va mettre le lien, on va le publier sur Internet. Nous, on va le rapport, lui, est celui d'une juriste. Il est froid, ce rapport, et il est impartial. On va rester peut-être là-dessus, maître. C'est important parce que je retiens que les conséquences, vous l'écrivez, découlant de ces confinements sont désastreuses pour la santé, la vie des citoyens et l'économie du pays, en violant par là même les droits du peuple. On parle de violation de la liberté individuelle, violation de la liberté de circuler, d'aller et venir, volonté de mettre à l'isolement des citoyens, violation du principe général du droit de mener une vie familiale normale, violation de la liberté d'entreprendre et inégalité de traitement, notamment vis-à-vis des PME. Et c'est tout cela, quand on ne veut pas être complotiste. Exactement. Quand on ne veut pas être complotiste, on se dit, si vous nous dites, il y a un plan délibéré de nous museler, de changer la société, on peut vous dire, on peut être tenté de répondre, elle exagère, on va retrouver une vie normale. Elle est excessive. Mais le problème, c'est ce que vous écrivez dans votre rapport noir sur blanc. Alors, je me dois aussi de vous poser cette question quand même, mais c'est dans le monde entier. Est-ce qu'on peut quand même pas dire que le monde entier est en train de renverser la table ou dans la plupart des grands pays occidentaux? Eh bien, en fait, quand on parle de monde entier, je pense qu'aussi nous n'avons pas une vision tout à fait objective de la situation, parce que oui, mais je vous répète ce que les médias mainstream disent. Je vous répète ce que les médias mainstream disent. Eh bien, en fait, il s'agit uniquement de certains pays. Et d'ailleurs, c'est assez étrange. Parce que en continuant de travailler sur mon rapport, j'ai ressorti en fait une partie d'une étude qui parle de l'utilisation de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, du zinc, parce qu'il ne s'agit pas que de la fameuse molécule HTQ. Et en fait, je trouve ça assez étrange de voir sur une carte que les pays qui n'utilisent pas les traitements, puisque il y a des traitements, on nous a dit qu'il n'y avait pas de traitement depuis le début. Or, tous les pays qui n'utilisent pas ce traitement ont mis en place des mesures liberticides. Donc la France, l'Angleterre, l'Australie, une partie des États-Unis. Mais il faut savoir que, par exemple, l'Inde, la Russie, la Chine sont des très 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 grands pays qui ont des traitements, qui les mettent à disposition de leurs citoyens. Donc on est loin d'être sur la même, on est loin d'être en phase avec le reste du monde. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais en fait, il y a beaucoup de pays qui soignent leur population et tout se passe beaucoup mieux que chez nous. Il y a beaucoup moins de décès. Et puis, en ce qui concerne la positivité des tests PCR, comme vous avez pu le voir, il y a un gros souci, ils sont remis en cause actuellement dans différents pays et tout dernièrement, pas plus tard qu'hier, il me semble, même dans l'un des États américains, donc l'État de Floride. Donc, en réalité, ce n'est pas dans le monde entier que ces mesures sont appliquées et que l'on refuse de soigner, qu'on refuse aux médecins de leur accorder la liberté de prescrire comme on le fait en France. Voilà. Donc,
il faut vraiment garder cela à l'esprit. On n'est pas sur la même sur la même voilà position. On n'est pas sur la même planète, vous alliez dire. Oui, en fait, on n'agit pas de la même manière partout dans le monde. Ça, c'est ce qu'on peut vouloir nous faire croire, ou du moins les médias mainstream, les médias institutionnels, comme vous les appelez institutionnels. Ça, c'est parce que c'est beaucoup plus pratique de nous dire, regardez autour de vous, tout le monde fait la même chose, donc nous on fait ça, puis c'est tout. Je trouve qu'on est dans les premiers à prendre des mesures qui sont tout à fait nocives pour la population et qui entrent en contradiction avec les intérêts fondamentaux de la nation, dont comme vous le disiez tout à l'heure, la possibilité d'exercer son activité librement. Alors Virginie, de Araujo-Vecchia. Je rappelle, Virginie de Araujo-Vecchia, que vous êtes avocate au barreau de Paris. Et dans vos travaux, vous avez été spécialisée dans différents domaines, notamment la propriété intellectuelle. Vous avez travaillé à l'international. Sur ce feuillet, l'étude sur laquelle vous avez travaillé pourrait constituer, si je me trompe, un embryon de plainte, contre le gouvernement. Plus qu'un embryon, parce qu'on peut dire que c'est largement bien étayé. Il y a le chapitre de la manipulation de l'opinion afin de faire régner la terreur et troubler l'ordre public. Vous dénoncez des interventions répétées et les spots publicitaires anxiogènes, probablement destinés à créer un traumatisme et une hypnose collective. Hypnose collective, le terme de guerre dans l'allocation présidentielle, des allocations qui sont menaçantes, intervention du Premier ministre utilisant des termes inappropriés, agressifs et infantilisants à l'égard des citoyens, mensonges concernant les patients en hôpitaux, les malades et décédés comptabilisés Covid-19. J'ai eu, pas plus tard que la semaine dernière, j'apprends qu'un monsieur, cette fois-ci c'est direct, c'est presque familial, de 94 ans, décède à l'hôpital, normalement, je veux dire, après, alors qu'il avait été testé au moins 2 ou 3 fois négatif au Covid-19, et sa fille me dit, sur l'étiquette, on a mis décédé du Covid-19. Voilà. Voilà, et cela, on a genre beaucoup de témoignages. Oui. Et là, c'est direct. Là, c'est pas le cousin de la cousine du voisin qui me l'a dit. Là, je le sais. Non, c'est vraiment une information publique. Des médecins le disent, des témoignages. Moi, c'est pareil. J'ai entendu une dame dont le mari était malheureusement malade du cancer, qui est allée le voir donc à l'hôpital et il était collé sur sa porte Covid. Donc elle a demandé à l'infirmière pourquoi il y avait cette étiquette et l'infirmière lui a répondu ce sont les consignes. Voilà. Donc entre les décès qui sont étiquetés Covid et les malades qui sont étiquetés Covid, oui, il y a un problème. Il y a un problème donc vous avez ça et puis vous avez l'histoire des tests qui sont positifs. Voilà, les faux tests PCR. Donc on a disons un nombre de décès à mon avis qui n'est pas totalement juste. Et puis après, les interdictions de voyager, si on n'a pas son test négatif, le risque d'avoir son positif alors que ce serait un faux. Bref, tout est n'importe quoi. C'est un peu la conclusion, oui. Hier, on me disait, j'ai une amie qui a un appartement qui est à Marrakech. Elle m'explique qu'à Marrakech, la vie a repris normalement. Seul problème, ils doivent fermer à 23h dans les restaurants. C'est couvre-feu à 23h. Puis avant de rentrer, il faut encore le test au Maroc, le test négatif. C'est 700 dirhams, mais en fait, ils le font pas, quoi. Ils mettent le tampon direct, test négatif. On voit bien que c'est une vaste plaisanterie, quoi, au niveau mondial.
Oui, c'est ça. Test négatif à 700 dirhams. Je me dis quand va y avoir les vaccins, il va falloir le trafic, même à Roissy, hein, vous avez entendu qu'il y avait déjà un trafic de tests pour les gens qui voulaient voyager, qui avaient besoin d'un test négatif. On leur faisait pas de test et il y avait déjà un trafic. Voilà. Oui, et puis là, au niveau des tests, on a un gros problème et justement, on a un magnifique arrêt de la Cour d'appel de Lisbonne à ce sujet, qui parle même de l'exercice illégal de la médecine, parce que tout simplement, quand vous êtes malade habituellement de la grippe, rhinopharyngite, je ne sais quoi, vous allez voir votre médecin, il vous ausculte, il détermine ce que vous avez et il vous donne un traitement. Aujourd'hui, vous avez un rhume, vous allez faire un test. Il y a quelque chose quand même qui n'est pas normal. On nous a coupé de notre médecin généraliste. Depuis le départ, on nous a dit si vous êtes malade, au début vous êtes malade, non, vous n'allez pas voir votre médecin généraliste, vous prenez de Doliprane, vous rentrez chez vous. Hein. C'est ce qui s'est passé. Et puis après c'était directement l'hôpital. Alors, donc on en est là. Alors maître, je vais quand même vous poser, permettez-moi, il faut quand même que je me mette à la place d'Emmanuel Macron, de Jean Castex ou bien d'Édouard Philippe. On ne peut pas les suspecter dans leur fort intérieur, ni d'être des gens méchants, ni d'être des dictateurs, ni de vouloir le malheur de leur peuple. Peut-on penser qu'au fond de lui-même, Emmanuel Macron veut bien faire, qu'il essaye de bien faire, et que là, la note que vous publiez, que vous rendez officielle, en parlant de génocide, de crime contre l'humanité, c'est la conclusion et que ça peut l'inquiéter. Parce qu'il veut bien faire et parce qu'il ne se rend pas compte de là où on l'a emmené, finalement. Eh bien, moi, je dirais que quand on veut bien faire, on prend ce rapport, on regarde et on en tire les conséquences. On arrête de confiner, on arrête de bâillonner et on relâche tout le monde. On soigne. On accepte de proposer les traitements qui sont disponibles. On arrête d'harceler en fait les médecins pour qu'ils ne donnent pas différentes molécules et tout va bien. Parce que la technique habituelle, je suis en contact avec des gens qui ont traité des épidémies en Afrique de fièvre, d'Ebola, de fièvre jaune, en Afrique et ailleurs certainement. Et normalement, c'est on cherche la personne malade, on diagnostique et on la soigne. On peut l'isoler, voilà, mais on la soigne. C'est pas ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, si ces personnes se sentent agressées par mon rapport, ils se tournent vers des scientifiques qui n'ont pas de conflit d'intérêt au lieu de parler au conseil scientifique avec des membres qui posent problème. Et on a dit ça depuis des mois, mais rien n'a changé aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'ils se sentent agressés par ce rapport, moi, ce que je leur dis, tirez-en les conséquences, relâchez la population. Faites attention aux intérêts de la nation et des citoyens, à leur santé. Alors, on parle de poursuites pénales sur des actes extrêmement graves contre Emmanuel Macron, notamment sur génocide, crime contre l'humanité, et tout ça, c'est bien étayé. On a dit que il y a d'ailleurs une plainte qui a déjà été déposée pour génocide par un de mes confrères. Et la plaignante est une ancien médecin militaire. Ça a déjà été déposé. Moi, je vais me mettre à leur place. Parce que si je suis ministre, je confine. Déjà, je confine pas assez. J'ai des plaintes parce que je confine pas assez, je mets en santé la vie d'autrui. Bon. Si je confine pas assez, certains comme vous vont me dire non, vous confinez trop. Allez, vous portez plainte contre moi aussi. Mais on sait plus quoi faire. C'est permanent. Alors c'est chaque jour une plainte, selon que l'on confine ou que l'on confine pas. Non, moi je pense que quand on est aux responsabilités,
Non, je pense que quand on est aux responsabilités, on peut très bien expliquer. Les Français sont des majeurs responsables et ils comprendront très très bien en fait si on leur explique. Par exemple, là avec l'histoire des masques. Vous me dites que quand vous avez lu mon rapport, vous avez trouvé que bon, c'était étayé. Imaginez-vous que pour les masques, on dise aux Français, écoutez, on a découvert telle étude scientifique. Il s'avère que les masques sont inutiles, voire nocifs. On ne veut pas que vous soyez malade. Nous décidons que plus personne ne doit les porter. Si vous expliquez à la population les choses conformément à ce que dit la science, je pense que les Français seront à même de comprendre et n'auront pas ne seront pas en mesure même de porter plainte, puisque de toute façon, il n'y a aucune étude scientifique aujourd'hui qui dit que le masque est utile. Aucune. Absolument aucune. Et moi, je vous en présente une quinzaine qui vous dit le contraire. Oui, mais est-ce que les Français... Je ne suis pas les seuls à les connaître. Hein. Je ne suis pas la seule. Et c'est international. Écoutez, moi, je vois... J'ai une grande majorité de Français, j'ai aucun chiffre pour le dire, une grande majorité de Français utilise son masque pendant plusieurs jours, le laisse traîner au fond de la poche, au fond de la voiture, le remet. Il y a des gens qui ont gardé leur même masque depuis pratiquement 5 mois ou 6 mois, qui s'en foutent complètement, qui disent c'est pour le cirque. Ça veut dire qu'au fond d'eux-mêmes, tous ces gens-là savent que ça ne sert pas à grand-chose. Parce que s'ils se comportent ainsi, c'est qu'ils pensent ça. C'est ce que j'en déduis. Si on pensait que le masque était quelque chose de sérieux, toutes les 4 heures, on le changerait, ou toutes les 5 heures. Mais on porte le masque parce qu'on ne veut pas prendre d'amende. C'est tout, en fait. Il y a plein de gens qui n'en peuvent plus aujourd'hui, qui finissent par le mettre en dessous du menton, en dessous du nez. Enfin, on étouffe. Et encore, on prend même pas. Mais alors, une mesure générale comme celle-ci, on ne se demande pas si la personne n'a pas un handicap, une malformation du nez, si on n'a pas un emphysème, si voilà. Et est-ce que ça peut être déterminé comme handicap qui permettrait de ne pas porter, de pas forcément. Donc en fait, on ne fait pas du tout attention au cas par cas en fait. Et puis de toute façon, c'est inutile. C'est une mesure complètement inutile et hormis la soumission des citoyens, je ne vois pas à quoi cela servirait d'autre, ou alors à les rassurer, mais je ne crois pas que ça les rassure. Voilà, c'est une habitude maintenant, et en plus on nous dit qu'on va continuer à porter ça pendant peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas, peut-être pour tout le temps. Non, ça c'est impossible. Alors, il faut être responsable et il faut assumer ses responsabilités aujourd'hui. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Et si ils lisent eux-mêmes, parce que dans le rapport j'ai mis tous les liens de tous les documents que je cite, s'ils les lisent, donc une quinzaine d'études scientifiques en plus d'une neuroscientifique qui s'est exprimée sur le sujet, qui dit que les masques ne servent à rien, il est temps de supprimer cette mesure. Alors, et je ne pense pas qu'on puisse aller à l'encontre de cette directive, étant donné qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent l'utilité du masque. Il y en a encore une dernière, là, une méta-analyse danoise avec, je crois, 6000 personnes qui démontrent que ça ne sert à rien. Je pense que tous les citoyens apprécieraient qu'on leur dise la vérité. Je pense que tous les citoyens peuvent l'entendre aujourd'hui. Et c'est pareil pour le confinement. Sur le confinement, ça a été des études mathématiques qui n'ont rien à voir avec le terrain, sur lesquelles on s'est basé pour enfermer une population entière, qui d'ailleurs n'est pas fait dans tous les pays européens. Donc c'est pareil pour ça. Et ce sont des mesures lourdes. Et aujourd'hui, on joue avec la population. On ouvre le cinéma, non, on referme les cinémas. Ben non, finalement. Et couvre-feu, 16h, non, 17h, 22h. Non, mais ça repose sur quoi ? C'est le doigt levé, en fait. Avec les conséquences physiques et mentales que ça a sur chacun de nous,
sur notre santé qui est perdue, sur notre durée de vie qui est impactée parfois. Exactement, parce qu'on sait très bien que le bien-être, c'est la santé aussi, et donc ça repose sur sur tout un tas de choses. Un être humain, c'est complexe, et nous ne sommes pas des robots. Donc, où l'on pense à la mort, où l'on pense à la fin de vie. Beaucoup de gens, je crois. Beaucoup de gens y pensent. Oui. Et puis la fin de vie, on peut en parler également. On pourra en parler des heures. Ce qui s'est passé dans les EHPAD. Oui, ça c'est autre chose. On pourrait en reparler une autre fois. Maître, votre rapport s'appelle Rapport Dictature 2020. J'aimerais bien terminer là-dessus. Certains vont être choqués pour dire pourquoi vous employez le terme de dictature. C'est le débat à chaque fois. Hein. Quelle honte vous employez le terme de dictature. Sommes-nous dans une dictature ou non? Je ne le sais pas. J'ai peut-être une opinion là-dessus, de réflexion, tout en gardant ma neutralité. Hein, je vous pose la question. Voilà. Si on n'est pas en dictature, on ne se pose pas la question. D'abord, ça ne nous viendrait même pas à l'esprit. Hein, voilà. Exactement. De savoir si on est en dictature ou pas. Si on est en dictature et qu'on dit qu'on peut dire qu'on est en dictature, ça veut dire qu'on n'est pas forcément totalement en dictature, parce que vous pouvez quand même l'écrire. Si on est aussi dans une dictature, moi je me dois de vous répondre, vous n'avez pas honte de dire qu'on est en dictature, parce que nous ne sommes pas en dictature, si je veux pas d'ennui, moi aussi. On peut jouer à ce jeu. Totalement. Voilà. Sur ce terme de dictature. En fait, c'est pareil. Je pense que les citoyens peuvent se faire une idée en vérifiant si aujourd'hui il y a une séparation des pouvoirs, ou si tous les pouvoirs sont phagocytés entre les mains de quelques personnes uniquement. Là, on a un problème. Le Parlement ne peut pas fonctionner. Ne peut pas contredire, ne peut pas aller à l'encontre en fait des mesures qui sont prises, parce qu'il y a eu un tort, c'est d'accepter la première loi d'urgence au départ, et donc il y a eu tout un tas de décrets, d'ordonnances qui ont été prises qui ont été pris à tour de bras. Vous voyez que les maires ne peuvent rien faire non plus, alors qu'ils ont été élus et qu'ils pourraient tout de même avoir un peu d'indépendance pour gérer leur commune. Non, ce sont les préfets. Alors nous sommes en vase clos, c'est-à-dire exécutif, préfecture, ARS. Voilà, ça circule comme ça. Trop de tests positifs, même si ce sont des faux positifs. Hop, l'ARS détermine que, sachant que les seuils d'épidémie ont été largement baissés, donc ça c'est encore autre chose. Voilà, donc le préfet prend ses mesures et voilà, ça circule comme ça. Le Parlement est bâillonné aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel va dans le sens aussi des mesures. Il n'y a pas de contre-pouvoir. On dit que la presse est un contre-pouvoir, est un pouvoir à part entière. Là, ça ne fait pas son travail. Il y a des questions de financement, il y a des questions de subvention, parce qu'on coupe les vivres à ceux que l'on dérange et on donne de l'argent à ceux qui ne dérangent pas. Voilà, et puis les financements sont nationaux, mais il y a également des financements qui posent problème au-delà du pays, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a des problèmes de corruption et des problèmes d'indépendance, et que plus personne ne peut faire son travail aujourd'hui. Voilà, on s'amuse à déclencher des procédures de vote bloqué à l'Assemblée nationale pour bâillonner aussi les parlementaires, les députés qui ne voudraient pas aller dans le même sens que ce que demande aujourd'hui l'exécutif. Voilà, donc on a quand même des décisions du Conseil constitutionnel qui indiquent que tout va bien, que tout est proportionné et que tout est bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà où nous en sommes. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a quelques personnes qui phagocytent le pouvoir et que donc les citoyens n'ont plus leur mot à dire, je suis dans une dictature. Merci pour votre analyse.
Virginie de Arrojo-Recchia, vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous publiez cette analyse, le rapport Dictature 2020, terrorisme d'État, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et crimes contre l'humanité, avec les faits qui pourraient être reprochés de manière synthétique et les grands axes de poursuite pénale à l'égard de tous ceux qui se livrent actuellement à ce que vous qualifiez, détaillé parfaitement, comme crime contre l'humanité, à savoir les conséquences de ce confinement. Et nous allons publier sur Internet, sur notre site, votre rapport, le premier rapport, celui qui est prêt, là, celui qui est déjà public, en PDF, que tout le monde va pouvoir télécharger et lire, hein, avant de s'indigner, avant de sautiller comme des cabris, avant de dire c'est scandaleux, lire et de comprendre la langue française. C'est déjà le premier point. Merci Virginie de Arrojo-Recchia. Merci à vous.